Bonjour les gars et les filles, voici ma vidéo sur les causes de la guerre franco-prussienne, la guerre en tant que telle et la Commune de Paris. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue à ma vidéo portant sur la guerre franco-prussienne. La guerre franco-prussienne de 1870-1871 est l'aboutissement de plusieurs tentatives d'unir les peuples allemands en un seul et unique empire. Pour rappeler qu'ailleurs en Europe, à la même époque, plusieurs pays se sont créés autour du concept d'État-nation, c'est-à-dire un État pour une nation. De ces nombreux peuples, on peut citer les Italiens en 1861 et les Grecs en 1821. Le projet d'unification allemande a pris forme en 1707 en essayant de réveiller un sentiment nationaliste dans le but de créer un pays allemand fort. À de nombreuses reprises, les meneurs de ce projet font référence au Saint-Empire germanique comme un exemple qu'il faut suivre. Dans le but de créer ce fameux empire, en 1834, une union douanière entre la Prusse et certains États du Nord a été signée. Les États du Nord étaient à peu près une trentaine. Du côté français, les ambitions étaient bien différentes. Napoléon III, qui a débuté son règne en 1852, voulait pacifier l'Europe, sur le principe de laisser les peuples décider eux-mêmes, donc d'avoir de l'autodétermination. Il est impossible de parler de la guerre franco-prussienne sans nommer le fameux Otto von Bismarck, qui est ministre-président de la Prusse à l'époque. Ce dernier pensait que pour atteindre l'unification allemande autour de son pays, il fallait éliminer deux nations. L'Autriche, chose faite en 1866 où la Prusse annexa plusieurs États alliés de l'Autriche afin de former la Confédération de l'Allemagne du Nord. Il est important à noter que Bismarck a envoyé aux États du Sud une lettre les apprenant que la France était intéressée par certains territoires à l'est du Rhin, ce qui lui facilitera la négociation en cas de guerre avec la France. Il aura plus d'opportunités pour faire des alliances avec ces États du Sud. Les causes de la guerre sont généralement multiples, mais cette fois-ci, il y en a quand même une qui est majeure, plus importante, et c'est la candidature d'un prince prussien au trône d'Espagne. En effet, le trône d'Espagne était vacant depuis la révolution de 1868 et 2 ans plus tard, Léopold de Hohenzollern avait accepté l'offre du général Prim qui gouvernait l'Espagne depuis la révolution d'être candidat au trône. Cette candidature a quand même fait peur à la France d'être entourée de nations très proches des Prusses, ce qui rappelle un mauvais souvenir de l'époque de Charles Quint. Donc le ministre des Affaires étrangères de la France s'y est opposé à la candidature. Dans une tentative d'éviter une guerre à une échelle européenne, le roi de Prusse a mis la pression sur Léopold de Hohenzollern afin qu'il renonce de devenir roi d'Espagne. La France, tant qu'à elle, grâce à son ambassadeur en Allemagne, voulait s'assurer qu'aucun membre d'une dynastie prussienne monte sur le trône d'Espagne, ce que la Prusse refuse de promettre. La situation était quand même généralement apaisée, jusqu'à ce que l'information que l'armée française était peu préparée à une guerre européenne et très démoralisée après l'échec au Mexique. Et cette information est arrivée quand même jusqu'à un certain Bismarck. Ce dernier décide d'annoncer une fausse information aux chancelleries étrangères que soi-disant l'empereur français avait congédié sans honte l'ambassadeur. Et cette nouvelle a quand même fait l'effet d'une bombe en France et de houleux débats ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Cette dernière décida de voter le 19 juillet 1870 la guerre. Cependant, cette guerre fut dénoncée par plusieurs associations de travailleurs et de citoyens. Bon, la guerre était quand même un petit peu ça sentait quand même fort qu'une guerre allait venir. La mobilisation s'est produite quelques jours avant le début officiel et les répartitions en front aussi. Euh, les Français étaient quand même au début confiants sur une victoire sur la Prusse, qu'ils pensaient très facile d'être battus. Mais la vraie supériorité prussienne et de ses alliés s'est vite fait sentir au début de la guerre, car à peu près au moment où la mobilisation était quand même terminée, on dénombrait près de 1 200 000 hommes du côté prusse pour uniquement 900 000 du côté français. De même que l'organisation militaire allemande, prusse en quelque sorte, était plus simple, plus organisée et plus effective que celle des Français qui est très hiérarchisée d'un vieux système marchant un petit peu lentement, plus lentement. Les victoires allemandes s'enchaînaient une après l'autre jusqu'au 2 septembre où Napoléon III capitula après avoir défendu de façon quand même très héroïque.
La capitulation fut ressentie très différemment à Paris et un soulèvement populaire mit fin à l'Empire et une nouvelle république fut proclamée. Un gouvernement provisoire a été créé, on l'appelle aussi gouvernement de la défense. Le général Trochu est devenu chef de ce gouvernement. Il a deux missions, réorganiser ce qu'il reste des armées françaises, donc pas grand-chose, et essayer de reprendre le contrôle de la situation, ce qui est une mission impossible. Bon, on est au début, le gouvernement reste à Paris, aux environs de Paris, à Paris et aux environs de Paris pour être plus précis. Mais quand le risque d'encerclement commence un peu à peu à augmenter, ils envoient une délégation à Tours, une belle petite ville française, pour diriger les actions militaires à la campagne et en province. Comme prévu, le siège de Paris va tôt ou tard commencer et c'est le 17 septembre 1870 qu'il commence pour se terminer le 26 janvier 1871 lorsque les dirigeants de Paris vont signer l'armistice. Plusieurs batailles vont quand même avoir lieu pour ces quelques mois, telles que la première et la deuxième bataille de Châtillon, la première et la deuxième bataille du Bourget, la première bataille, l'unique plutôt bataille de Champigny, et la première et la deuxième bataille navale de Buzenval, dont la deuxième va quand même marquer la fin totale du siège et la défaite de la France. La bataille eut lieu le 19 janvier 1871. Durant ces courts mois, il y a quand même eu deux soulèvements. Le premier, le 31 octobre, force le gouvernement à organiser un vote qui le renforce encore plus au final, qui le rend encore plus fort car le peuple le veut. Et le 12e soulèvement a eu lieu le 22 janvier et lui, il avait comme but de forcer le gouvernement à continuer la guerre jusqu'au bout, mais le soulèvement a quand même échoué. Les Parisiens ont quand même beaucoup donné à cette guerre, mais finissent malheureusement par la perdre, ce qui est quand même très triste. La victoire du nouveau pays unifié, car l'Allemagne est quand même unifiée à ce moment-là, est proclamée le 18 janvier 1871 et incontestable, l'Allemagne a marché sur la France. Dès alors, une armistice fut signée le 26 janvier et rentra en vigueur 2 jours plus tard, du coup, le 28 janvier. Tel que prévu dans une certaine clause de l'armistice, une assemblée au suffrage universel direct masculin devrait être élue et quand même une majorité absolue de membres étaient monarchistes, donc voulaient la paix. Et ils ont investi le gouvernement d'Adolphe Thiers de négocier la paix avec les Prussiens. Ces derniers arrivent au traité préliminaire le 26 février qui est signé à Paris, puis confirmé par le traité de Francfort le 10 mai 1871. Pour donner suite au traité, la France rétrocède l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'Allemagne et se doit de payer une lourde indemnité de guerre à valeur de 5 milliards de francs d'or de l'époque. Autre que l'unification allemande, la guerre causait un autre effet, cette fois-ci en territoire purement français. Les Parisiens qui souhaitaient continuer la guerre n'avaient pas été représentés dans les élections et une certaine mécompréhension se met en place. Les élites politiques vont avoir de la difficulté à comprendre les Parisiens et ça va amener à plusieurs décisions que les habitants de la capitale s'y opposent légèrement ou fermement. La goutte de trop qui va faire déborder le verre des Parisiens est l'ordre d'Adolphe Thiers d'enlever les canons de la garde nationale, donc que ces canons étaient majoritairement financés par les Parisiens eux-mêmes durant la nuit du 17 au 18 mars. Cependant, les matins, les Parisiens voient ce qui se passe et décident de se soulever. On appelle ça le soulèvement du 18 mars, ce qui va tuer les deux généraux principaux qui contrôlaient le vol des canons en quelque sorte. Le 26 mars, les journées d'élection pour le conseil de la commune ont eu lieu et dégagent une nette majorité des fédérés, ceux qui voulaient continuer la guerre plus tôt. 2 jours plus tard, le conseil de la commune proclame la commune de Paris, à qui la garde nationale donne ses pouvoirs et s'incline. Le 29 mars, afin de gouverner la commune, on la divise en 9 commissions exécutives, chacune composée de membres et de... Comme un gouvernement moderne, on peut l'assimiler. Le programme de la commune fut, lui, publié le 20 avril, mais on peut le résumer tout simplement par un progressivisme très poussé vers l'avenir pour le progrès en général, et un communisme, l'égalité, la collectivisation. Bon, la collectivisation est un terme plus tard utilisé.
La Commune de Paris avait quand même besoin à un moment d'un organe de contrôle plus strict et autoritaire que 9 commissions là, et décide de créer le Comité du salut public le 1er mai, qui va quand même faire régner de l'ordre et de la terreur. La Commune de Paris va prendre fin le 28 mai après la semaine sanglante, une semaine des plus meurtrières de la commune, ou la plus meurtrière de la commune, durant laquelle la les membres qui ont participé à la commune seront exécutés. Il y aura plusieurs exécutions de masse de communistes. Ça va vraiment couler du sang. Est-ce que, là je me pose une question, c'est est-ce que cette commune de Paris n'a pas en quelque sorte influencé Lénine en 1922? C'est une question que je me pose réellement, mais je pense que une nouvelle vidéo entièrement dédiée sera plus apte